M. Duet. M. Cordelier a donné pouvoir à M. Eck. Et Mme Doré a donné pouvoir à Mme Bourguin. Donc, bonsoir à tous, on va commencer. Donc, je vais désigner d'abord le secrétaire de séance, Laurent Dossy. Donc, secrétaire auxiliaire, David Blandin. Je vais laisser faire un rappel à Emmanuel. Bonsoir à tous. Je fais un rappel au niveau de l'enregistrement vidéo du Conseil. Toute personne peut enregistrer et retransmettre en ligne les débats du Conseil municipal à condition de ne pas troubler l'ordre de l'Assemblée, de respecter le droit à l'image des personnes assistant aux séances publiques, de respecter la loi informatique et liberté, de déclarer le traitement auprès de la CNIL et de veiller à une durée de conservation des enregistrements adaptés à la finalité poursuivie. Exemple, établir un compte rendu. Si les élus ne peuvent pas s'opposer à être filmés et ou enregistrés, le droit à l'image du personnel municipal et du public assistant aux séances doit toutefois être respecté. Le maire ou l'élu désigné doit par conséquent rappeler ces règles en début de séance et prévenir de l'enregistrement des personnes susceptibles d'être filmées. Ces règles de protection de l'image des personnes non élues doivent également être respectées par le public procédant à un enregistrement. En cas de retransmission, l'intégralité des débats doit être reprise. Merci. Donc, je vais vous donner les décisions qui ont été prises. Donc, le 14 avril 2021, une demande de subvention au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour l'acquisition de 2 écrans interactifs. Il y a eu le 16 avril 2021 une demande de subvention à la CUA au titre de fonds de concours exceptionnels pour des reprises de concessions dans les cimetières. Et le 21 avril 2021, une location à titre gracieux d'un espace vert communal au profit de Madame Céline Valentin. Le 30 avril 2021, une demande de subvention au département du Pas-de-Calais pour le développement de l'offre numérique dans les bibliothèques. Avez-vous des questions? Oui. Oui, on peut connaître la destination de la location en titre gracieux de l'espace vert? Alors, c'est pour y mettre des moutons. D'accord, et sur quel site? C'est derrière la rue du Moulin-Dieu. Juste entre le Moulin-Dieu et le foot. D'accord. Bon. Merci. Voilà. Donc je vais vous demander maintenant d'approuver le PV de la séance du 12 avril 2021. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Julien. Donc, première décision modificative, numéro 1, suite à la réforme de la fiscalité directe locale, les communes ne votent plus le taux de taxe d'habitation et que la perte de recettes est compensée non plus par l'État, mais par l'addition du taux communal foncier bâti 2020 et du taux départemental 2020, on l'avait déjà vu lors du dernier conseil municipal. Il convient par conséquent de modifier les prévisions inscrites au budget primitif 2021. Par ailleurs, suite à une anomalie de calcul dans le logiciel comptable, le FCTVA, donc Fonds de compensation de la TVA, inscrit au budget primitif 2021, a été sous-estimé. Enfin, le dernier relevé annuel des compteurs d'eau fait apparaître une surconsommation sur 2 sites pour lesquels il est nécessaire d'ajuster le budget primitif 2021, et ces 2 sites concernent les 2 terrains de foot et vestiaires, en tous les cas les 2 terrains de foot, Marcel Paul et le terrain du bord. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 présentée ci-dessous. Alors, si les lettres qui sont utilisées, donc ID, investissement dépenses, ligne budgétaire 20, et IR, investissement recettes, qui concerne donc le fonds de compensation de la TVA,
Donc cette recette se répartit aussi bien au niveau investissement qu'au niveau fonctionnement. Et donc vous avez la ligne budgétaire FR 74 744, donc fonctionnement recette FCTVA, qui est dans le budget 2518. Alors que les deux premières lignes, donc quand on a comme ça des fonds, il faut pouvoir rééquilibrer. Donc quand on a des recettes supplémentaires, il faut pouvoir rééquilibrer et inscrire des dépenses. Et donc on a inscrit ces dépenses au niveau de la ligne 20, donc de 11 804 au niveau donc, de la première ligne, et ensuite au niveau des recettes, FCTVA, 11 804 aussi, donc il faut payer cet écran. Ensuite, au niveau du fonctionnement des dépenses, donc ce que je viens de vous dire aussi au niveau des dépenses, une surconsommation d'eau, on a une surconsommation, il a fallu réajuster ce budget que l'on avait prévu, donc de 5 000 €, hein, donc eau et assainissement, donc c'est la ligne budgétaire 011 pour le chapitre et pour l'article 6611. Donc, et ensuite au niveau des recettes, hein, on a en moins, donc au niveau des impôts directs locaux, moins 3 419. Au niveau fonds TVA, donc là on a une recette supplémentaire, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Et puis on avait inscrit au niveau du budget primitif une compensation que l'État nous versait habituellement de 29 000. Donc là, cette somme doit être restituée, si je puis dire. Donc on a inscrit une ligne budgétaire de moins 29 000. Et si vous faites la somme des 4 dernières lignes, on trouve une recette de moins 30 135 qui s'équilibre avec les dépenses. Donc dépenses sur la ligne budgétaire, dépenses imprévues de moins 35 000 plus les 5 000 de surconsommation d'eau, ce qui fait aussi moins 30 135. Donc il y a cet équilibre. Quand on a des dépenses, des recettes en moins, obligatoirement on a des dépenses en moins. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à poser par rapport à cela. Une petite question technique. J'ai eu écho par l'ESA qu'ils avaient reçu une facture d'eau plus importante, enfin une facture d'eau. Est-ce que c'est cette surconsommation en fait? Oui, certainement. Reprenez, je n'ai pas bien entendu ce que vous avez dit au départ. Et au niveau facture, qui a reçu une facture? J'ai eu écho que l'ESA a reçu une facture d'eau. Ça n'a pas reçu une facture d'eau, c'est la mairie. C'est la mairie. D'accord. Parce que comme les compteurs avaient été arrêtés en 2019, oui, je me suis rapproché de M. Candelier et m'a dit que les compteurs avaient été modifiés en 2019. Donc, c'est pour ça qu'on posait la question. Les compteurs. Les compteurs. Ah, les compteurs, d'accord. Il y a deux compteurs, en effet. Et donc, il y a eu en effet une surconsommation d'eau. Il y a des arrosages, c'est sur l'année 2020. Oui, en fin de compte, les relevés ont lieu chaque année au mois d'avril. Donc là, cette année, nous avons reçu donc, le relevé correspondant au mois d'avril 2020 jusqu'à avril 2021. Et donc c'est l'arrosage qui s'est passé en juillet 2020 qui aujourd'hui nous est facturé. D'où cette différence, cette consommation plus importante. D'accord. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je vais vous demander de voter. Alors est-ce qu'il y en a qui sont contre cette décision modificative numéro 1? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Donc on va passer au groupement de commandes pour le marché de télécommunications. Je laisse toujours la parole à M. Lien. alors, notre marché de télécommunications arrivant à échéance prochainement avec ce même alors même que l'offre des opérateurs est en adaptation permanente pour proposer des tarifs attractifs et adaptés à la demande, il apparaît opportun de procéder à son renouvellement et d'en assurer la maintenance. Sur la base du recensement des besoins réalisés conjointement entre les villes de Saint-Nicolas, Saint-Laurent, Blanqueville, Blainville, Anzin, Saint-Thomas, Chicourt, Borin et Sainte-Catherine, la mutualisation de l'accord cadre des services de télécommunications permettra d'obtenir des offres techniques et financières optimisées et de réaliser ainsi des économies d'échelle. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre un groupement de commandes sur la base de l'article 28 de l'ordonnance numéro 2015-899 du 23 juillet 2015, dont la ville de Sainte-Catherine sera le coordonnateur.
ce titre, la ville de Sainte-Catherine sera chargée d'une part de la passation, la signature et la notification du marché, et d'autre part de l'exécution au nom de l'ensemble des membres du groupement. L'accord cadre sera conclu pour une durée de 2 ans, reconductible seulement une fois, soit pour une durée totale de 4 ans. L'estimation n'est pas connue à ce jour. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'AMO, chargée de l'évaluation des besoins en télécommunication, étant en cours d'étude. La consultation sera donc initiée sous la forme d'un appel d'offres en application des articles 25-1 premier, 66, 67 et 68 du décret numéro 26-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public. Le marché sera un accord cadre à commande alourdi en application des articles 78 et 80 du décret numéro 26-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public. Lot 1, téléphonie fixe, raccordement analogique et numérique T2 et T0, 5 fixe, SDA associé, acheminement des communications entrantes et sortantes vers toutes les destinations. Lot 2, service de téléphonie mobile, la mise à disposition d'abonnements, l'acheminement du trafic entrant et des communications téléphoniques sortantes vers toutes les destinations fixes et mobiles, la fourniture de terminaux associés aux ouvertures ou au renouvellement d'abonnements sous la forme de PAC, les services à valeur ajoutée supportés par les réseaux et équipements, gestion du Mobile Device Management, MDM, concerne la flotte de portables, une plateforme d'envoi de SMS et de MMS en masse. Ensuite, lot numéro 3, accès Internet à débit garanti, fourniture d'accès Internet à débit garanti avec GPR 4H, qui concerne les délais d'intervention de 4 heures, sur support fibre optique dédié FTTO et SDSL, accès Internet à débit non garanti pour le lot 4, fourniture d'accès Internet avec Wi-Fi téléphonie sur support fibre optique mutualisé, FTTH, FTTE ou cuivre, FDSL2, ADSL et services associés, donc ce qu'on pourrait appeler la fibre de tout le monde. Une commission d'appel d'offres du groupement est instaurée conformément aux dispositions de l'article 1414-3 du Code général des collectivités territoriales. Sont membres de cette commission d'appel d'offres, je peux peut-être les rappeler les noms non, c'est en dessous. C'est en dessous. Ah, mais c'est en dessous, oui. Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres. Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désignés selon les modalités qui leur sont propres. Pour chaque membre titulaire sera prévu un suppléant. La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur, conformément à l'article L. 21-33 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal procède à la désignation des membres pour siéger au sein d'organismes extérieurs. Ainsi, je vous demande de désigner parmi les membres de la commission d'appel d'offres ayant voix délibérative celui qui représentera la ville dans la commission d'appel d'offres du groupement ainsi que son suppléant. En application de l'article L2121-21, il est proposé de ne pas procéder à un scrutin secret. Les villes de Saint-Nicolas, Saint-Laurent-Blangy, Dainville, Anzin-Saint-Aubin, Achicourt et Borin ont délibéré ou délibéreront lors de séances prochaines afin de procéder à la même nomination. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret numéro 27-360 du 25 mars relatif au marché public, il vous est proposé de valider le principe de la constitution d'un groupement de commandes entre les villes de Saint-Nicolas, Saint-Laurent-Blangy, Dainville, Anzin-Saint-Aubin, Achicourt, Borin et Sainte-Catherine pour le marché des télécommunications, d'autoriser Madame le maire à signer la convention constitutive correspondante, de désigner Jean-Pierre Julien comme représentant titulaire et Bernard Dumaine comme représentant suppléant de la ville d'Anzin-Saint-Aubin dans la commission d'appel d'offres du groupement. Procède aux mesures de publicité prévues par la réglementation en vigueur. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc on va procéder au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Je vous remercie.
je vais laisser maintenant la parole à Emmanuel Barlet concernant les remboursements de cantines et garderies. Alors, le principe de réservation des prestations périscolaires, cantines et garderies est le prépaiement. Les différents modes de paiement sont l'espèce, le chèque et le paiement en ligne. Les familles créditent ainsi un compte sur lequel elles viennent consommer des prestations. S'agissant des élèves de CM2 ou des enfants quittant les écoles de la commune et qui n'ont pas de frères et ou sœurs dans nos écoles, il convient de procéder au remboursement des trop-perçus de famille. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser, en fin d'année scolaire, le remboursement aux familles des trop-perçus sur les prestations périscolaires pour les enfants quittant les écoles de la commune et ce pour la durée du mandat. Qui est contre? Pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le tableau des effectifs. Le responsable des services techniques de la commune a fait part d'une demande de mutation pour la commune d'Estevel à compter du 1er juillet prochain. Il convient de prévoir son remplacement à compter du 1er septembre 2021. Afin de ne pas réduire les candidatures au grade d'agent de maîtrise principale détenu par le responsable actuel, il est proposé au conseil municipal d'ouvrir les postes suivants au tableau des effectifs. Un poste d'adjoint technique, un poste d'adjoint technique principal de 2e classe, un poste d'adjoint technique principal de 1re classe, un poste d'agent de maîtrise. Après recrutement, les postes non utilisés seront fermés au tableau des effectifs. Avez-vous des questions? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, l'ordre du jour est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, j'ai deux petites interventions. La première concerne Gérard Lerinck. Considérant la proximité avec son décès, le fait qu'il était adjoint sortant et qu'il avait donné 12 années de sa vie pour la commune, je pense qu'il aurait été opportun de faire un geste républicain en observant une minute de silence, comme il est généralement coutume de le faire. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que nous avons été alertés par des résidents du quartier de l'Argilière et nous souhaiterions intervenir sur ce point. Un convoi exceptionnel de première catégorie, c'est-à-dire inférieur à 40 tonnes, a traversé un quartier d'Anzas-Saint-Aubin, principalement rue des Loriots et rue des Courlis, pour desservir un projet de lotissement. Ce convoi exceptionnel a été suivi du passage d'autres poids lourds. De par leur dimension, les convois à caractère exceptionnel sont susceptibles d'occasionner une gêne pour la circulation générale et de générer des risques d'accident. Par leur poids, ils entraînent des contraintes importantes sur les chaussées qui peuvent conduire à une fragilisation ou une dégradation accélérée de celle-ci. Ce quartier est interdit à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Un panneau à l'entrée du lotissement le rappelle et celui-ci n'a jamais été occulté. L'accompagnement d'un convoi exceptionnel est composé selon les cas d'un véhicule pilote placé devant le convoi, d'un véhicule de protection arrière qui suit le convoi et éventuellement d'une escorte. Dans tous les cas, il doit disposer d'une autorisation locale, c'est-à-dire émanant du préfet à minima. Lors des discussions préliminaires, nous avions invité le promoteur à emprunter les chemins agricoles et à niveler un accès jusqu'à l'arrière du lotissement afin de préserver la tranquillité et la sécurité des riverains. Nos questions sont donc les suivantes. Est-ce que vous vous êtes assuré que l'autorisation préfectorale relative au convoi exceptionnel avait été clairement déposée et en avez-vous eu connaissance? Pourquoi, si c'est le cas, alors que vous étiez alerté par des riverains, n'avez-vous pas stoppé le passage d'un convoi exceptionnel sur une chaussée qui n'était pas en mesure de le supporter? Alors, lors des permis, tout a été accordé. La constitution du permis de construire des logements donc, de cette résidence ont été accordés. En l'occurrence, c'est un permis de lotir. Au niveau de la préfecture. C'est un permis de lotir et c'est pas la question que je posais, c'était relatif au convoi exceptionnel qui a emprunté cette chaussée. Je vous invite à aller voir les photos sur le blog davidegg.com. Il y a des photos
avec clairement indiqué un convoi exceptionnel, donc c'est inférieur à 40 tonnes. Or, la chaussée interdit le passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes. Donc, c'est pas simplement une livraison de matériaux ou de... Donc les éboueurs ne peuvent pas passer. Ah ben ça, c'est pas des convois exceptionnels, Pas madame. les convois Non, mais c'est exceptionnels. plus de 3 tonnes 5. Non, mais c'est pas les convois exceptionnels. Oui, mais c'est plus de 3 tonnes 5. Oui, certes, D'accord? mais ça, c'est autorisé. Donc, assez autorisé. Bah, bien sûr. Le panneau des 3 tonnes 5 n'est plus réglementaire depuis très longtemps, puisque, en effet, en 2020, mars, c'est ça, je crois, ou février, vous avez accordé vous avez mis un arrêté pour les 7 tonnes 5, en disant que, en annulant les qui précédaient. Ça veut dire qu'il n'y a plus que les 7 tonnes 5, sauf que en même temps, vous n'avez pas mis de panneau à l'époque 7 tonnes 5. Non, vous faites erreur. Ouais. Cet arrêté a été pris dans le cadre du cheminement des véhicules agricoles, type des tracteurs. Écoutez, je me suis renseigné auprès de Jean-Marc Andely, vu que c'est lui qui a signé cet arrêté. Et je lui ai demandé pourquoi il avait pris cet arrêté en mars 2020. Il m'a rappelé que c'était effectivement suite au plan de cheminement des véhicules agricoles et qu'ils étaient parfois coincés sur certains axes de la commune. Chemin des Filatiers, rue Goudement, enfin pas rue Goudement, mais chemin du Bois-Vincent, enfin sur certains axes. Et donc par contre, on ne voit pas de cheminement de véhicules agricoles dans des quartiers. Or là, c'est spécifique à un quartier. Alors même si l'arrêté n'était pas bon, maintenant que vous êtes aux commandes, vous auriez très bien pu le modifier. Parce que là, la question portait surtout sur un convoi exceptionnel qui obéit à certaines règles et qui n'est en rien comparable au passage d'un véhicule pour faire une livraison de travaux, livrer une grande cheminée par exemple, ou des choses comme ça. C'est dans ce sens que l'arrêté avait été pris. Il y a une temporalité dans cet arrêté. Si vous le relisez bien, vous le verrez. Dans le dernier alinéa, c'est précisé qu'il y a un caractère exceptionnel. Et que bien évidemment, les véhicules de secours, type véhicules de pompiers qui doivent intervenir sur le site ou pour le ramassage des déchets, sont exemptés d'appliquer cet arrêté. Là, il y a un arrêté qui a été pris de toute façon par rapport aux travaux. Quand vous dites, je vais reprendre parce qu'il y avait beaucoup d'éléments dans votre discours, par rapport au terrain, de passer, faire un cheminement au niveau des champs, c'est même pas autorisé, puisque le propriétaire ne veut pas. Il ne veut même pas qu'on passe des... On vient d'avoir un retour comme quoi l'alimentation, le propriétaire du terrain ne nous autorise pas à passer sur le champ. L'alimentation se fera donc via des plots, béton, câbles aériens, rue des Loriots et des Courlis. Donc vous pensez bien que s'il ne veut pas l'électricité, il ne veut pas les camions. Et rien ne l'oblige. Rien ne l'oblige, en effet. C'est une propriété privée, donc vous pouvez suggérer, vous pouvez poser un procès à l'agriculteur, ce cheminement provisoire. Sachant qu'il n'y a pas un propriétaire, ils sont 6, ce sont des co-héritiers sur ce terrain. Donc une demande a été faite, heureusement elle est refusée. Tout au moins pour l'alimentation. Une autre petite question concernant toujours ce problème. Est-ce qu'il est autorisé de prendre de l'eau aux bornes à incendie? Je ne pense pas. Alors, Ah bon, c'est ce qui s'est passé ce matin, tout simplement. alors la question a déjà été posée, puisque ça se produit régulièrement sur la commune et sur toutes les communes. Donc, des entreprises conventionnent avec Veolia donc, pour pouvoir prendre de l'eau sur les communes. Donc aujourd'hui, je pense que c'est la SAD qui intervient sur... La SAD, ouais. Donc il suffit de demander à la SAD son attestation d'autorisation donc de ponctionner de l'eau sur les poteaux Veolia ou sur les bornes. On a déjà été alerté sur d'autres chantiers par des riverains qui nous faisaient savoir que des entreprises étaient en train de tirer de l'eau, et quand on arrivait sur place pour contrôler, en effet, ils avaient une autorisation. Donc ils paient un montant forfaitaire pour pouvoir prendre de l'eau sur le réseau public. Donc à vérifier si la SAD, par contre, est bien détenteur de cette autorisation. Ou éventuellement une entreprise comme la flûte avec des balayeuses. Non, mais là, S'ils payent le forfait auprès de Veolia, ils ont le droit. C'est juste à vérifier auprès de la SAD.
Et ça, c'est au riverain à le faire. Non. Ah, bon. Bon, en tout état de cause, ce qu'il résulte de tout ça, c'est qu'il y a un sentiment d'impunité pour ces entreprises qui utilisent cette chaussée avec, je le rappelle, un convoi exceptionnel, et j'ai les photos à disposition si vous le souhaitez. C'est de première catégorie, je le conçois, c'est-à-dire inférieur à 40 tonnes, mais on est quand même sur une chaussée qui a été fragilisée et qui, à certains endroits, s'est dégradée. D'autre part, sur le point que vous soulevez, là je vous renvoie, alors, il n'est pas présent, mais j'ai pris attache avec lui. Jean-Marc Cambelier m'a certifié qu'il avait négocié avec les agriculteurs à l'époque le passage, moyennant une indemnité d'occupation du terrain. Donc c'était, voilà, ça c'est donnant-donnant, et apparemment il n'y avait pas eu de refus à l'époque. En tout état de cause, c'était l'une des conditions, c'est-à-dire que en fait, c'est pas parce qu'ils ont un projet de lotissement à cet endroit qu'ils ont tous les droits. Et c'est un petit peu ce qui ressort de la part des riverains. Alors je ne vais pas pinailler sans s'étendre sur le sujet, mais c'est une question de fond, parce que les transporteurs eux-mêmes, quand ils passaient par cette rue, disaient on n'est pas au clair, parce qu'il y a effectivement un panneau d'interdiction de 3,5 tonnes. Il n'a pas été occulté, il n'a pas été enlevé, il est toujours présent et on le prend, et quelque part ce panneau fait force de loi. S'ils avaient été verbalisés, ils auraient été inquiétés. S'il y avait eu un accident, je pense qu'ils auraient été inquiétés. Et derrière, ce qui moi m'interpelle, c'est qu'un convoi exceptionnel, normalement, fait l'objet d'une déclaration en préfecture lors de son passage, et que le maire en a connaissance. Donc c'est pour ça que je vous posais cette question. Apparemment, vous n'en avez pas eu connaissance, donc bon, on va pas tergiverser là-dessus, mais bon. Mais je vous invite, j'ai les photos, si vous le souhaitez, je peux vous les envoyer. Nous, on a plusieurs difficultés sur ce dossier-là au niveau administratif. Les panneaux interdits au plus de 3,5 tonnes, on est remonté très longtemps en arrière, on n'a trouvé aucun arrêté. Donc à partir du moment où on a un arrêté, si on n'a pas les panneaux, c'est pas applicable. Si on a les panneaux et on n'a pas l'arrêté, c'est pas applicable non plus. Alors le problème de ce 3,5 tonnes, ça date peut-être de la création de la résidence. Oui. Est-ce que l'arrêté a été pris à l'époque? On a recherché, on n'a pas réussi à le retrouver. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ça ne changeait rien, puisque l'arrêté de 2020, il y a un article qui prévoit que toutes les réglementations qui avaient été prises au préalable, de toute façon, sont prescrites par la prise de cet arrêté. Donc, pour rappel, cet arrêté de 2020, et on s'en souvient très bien, puisqu'on avait fait intervenir le commissariat, il n'a pas été pris pour les véhicules agricoles, puisque l'itinéraire des véhicules agricoles n'a jamais été validé par le préfet. Donc, il n'existe pas. Donc, il a été pris parce qu'il y avait un véhicule qui était stationné rue Henri Cadot, donc qui avait passé la nuit avec un groupe qui avait tourné, etc. Et les riverains s'étaient plaints. Donc on avait fait intervenir le commissariat, c'était un chauffeur étranger. Donc, ils l'ont fait partir, ils l'ont demandé de partir, puisque ça dérangeait les riverains, il n'y avait pas de soleil dans la maison, etc. Donc on a pris cet arrêté à la demande du commissariat, puisque le commissariat nous a dit, c'est bien beau, vous nous demandez de venir intervenir sur votre secteur parce qu'il y a un camion rue Henri Cadot, fournissez-nous l'arrêté qui prévoit que les véhicules n'ont ni le droit de stationner, ni de rouler sur cette rue. On n'en avait pas. C'est suite à ça qu'on a pris cet arrêté. Alors, en effet, on a repris tous les articles et on a inclus dedans l'itinéraire à valider donc, par les autorités compétentes. À ce jour, l'itinéraire agricole n'est pas encore validé. Donc, il y a bien un cheminement qui existe, qui nous a été fourni par la CUA, mais il n'a jamais été validé par le préfet. Donc, l'arrêté n'avait pas été pris pour ça à l'époque. Je sais, j'étais présent. Ouais. Et c'était bien pour les poids lourds. Tout à fait. En revanche, les poids lourds ont le droit de desservir les chantiers locaux, bien entendu. Donc à partir du moment où on autorise un permis de construire, on autorise l'amener des matériaux sur le chantier. En revanche, ça ne donne pas une surautorisation par rapport à un convoi exceptionnel. Voilà. S'il y a eu un convoi exceptionnel, en effet, on aurait dû être informé. Tout à fait. Régulièrement, vous savez, il y a des camions qui stationnent rue Henri Cadot pour des travaux aussi, qui se font sur le côté. Et on va régulièrement leur demander, parce qu'ils ne nous ont pas fourni, n'ont pas fait de demande, et régulièrement on va leur demander de partir parce qu'ils bloquent la circulation. On ne peut pas le deviner puisqu'ils ne nous demandent pas. Donc c'est quand on passe au hasard de nos passages où on va voir qu'il y a un camion qui gêne, on s'arrête et on demande l'autorisation.
on va se rapprocher de la salle hein, pour voir pour l'autorisation de la pompe d'eau. Puis on va questionner territoire 62, European Homes. On va questionner M. De Vido par rapport à l'approvisionnement par un convoi exceptionnel. On a quelques riverains qui nous remontent les informations, ce qui nous permet, nous, de pouvoir réagir. C'était la semaine dernière. Il y a 15 jours, la réunion. Il y a un petit 15 jours, oui, on a eu une réunion. Mais il y a une bonne semaine, je veux dire, j'avais un message le midi me disant ben, tout se passe bien, il n'y a qu'un camion qui est passé, donc on a demandé à ce que les camions maintenant passent rue des Loriots, qu'il n'y ait plus d'arrêt devant les maisons, hein, que ce soit un camion à la fois. Et donc on me dit ben, tout va bien, de toute façon après il n'y aura pas de camion aujourd'hui parce qu'il menace de pleuvoir, etc. Et dans l'après-midi, on me rappelle en me disant bah là ça va pas, ça passe que l'Argilière, ça passe. Voilà. Donc tout de suite, M. Blandin a téléphoné. Et si on ne le sait pas, on ne peut pas être un élu de 7h du matin à 20h à voir ce qui est. Donc on passe. Hein, Aujourd'hui, la circulation des poids lourds sur ce chantier a été réglementée. Donc il y a eu un arrêté qui a été pris. Donc avec un parc de stationnement prévu au niveau du pont des agriculteurs. Donc les véhicules doivent se stationner lorsqu'ils arrivent au pont des agriculteurs. Il y a un affichage qui doit être mis en place, s'il ne l'est pas encore, il doit être mis en place par European Homes avec le numéro de portable du chef de chantier. Et c'est le chef de chantier qui est sur place qui doit réguler l'entrée et la sortie des véhicules un par un. Donc là, en effet, mercredi, il nous est annoncé, donc il y a une distribution qui va être faite dans les boîtes aux lettres, donc il va y avoir plusieurs véhicules pendant 2 jours, parce qu'en fin de compte, ils sont en train de constituer une chaussée provisoire, ça c'est aussi une chose qui a été demandée, pour éviter qu'ils fassent des demi-tours dans la résidence existante. Donc on leur a demandé de créer le cheminement, donc ils vont créer en dur et ils vont compacter, pour leur permettre de faire sur leur parcelle, de faire les demi-tours avec les poids lourds qui viendront approvisionner le chantier. Donc tout ça, ça fait l'objet d'un arrêté. En ce qui concerne les champs, je dirais c'est quand même dommage, vous êtes élu aussi. Vous auriez pu nous dire s'il y avait des arrangements. Bah, nous, on l'a découvert quand on a eu le lever de bouclier des riverains. On a été interpellés parce qu'il n'y avait pas eu de communication en amont. Ils ont découvert un beau matin qu'il y avait des gros poids lourds qui circulaient dans la résidence. L'un d'entre eux était bloqué, devait se rendre à son travail et s'est retrouvé nez avec un convoi exceptionnel. Parce que, je le réitère, c'est bien un convoi exceptionnel qui transportait derrière une sorte de niveleuse ou gros bulldozer à l'arrière. Donc lui, il s'est retrouvé un peu bloqué, d'autres riverains également. Et il n'y avait pas de signalisation, il n'y avait pas de plan de circulation. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Le premier qui m'a alerté, c'est Fabrice, suivi ensuite par d'autres personnes qui avaient pris contact avec vous et qui déploraient un petit peu le manque de communication. On leur disait simplement, donc, écoutez, il faut que les travaux se fassent. On est bien d'accord, il faut que les travaux se fassent, mais avant cela, il aurait peut-être fallu travailler avec eux le cheminement de leur véhicule, ou peut-être mettre des feux de régulation pour éviter que des poids lourds croisent des véhicules légers, c'est tout. À partir du moment où les gens le savent, ils l'acceptent d'autant mieux. Mais les choses ont été faites de façon un peu précipitée parce que même la déclaration d'ouverture de chantier, à l'heure actuelle, on ne l'a même pas reçue par papier, on l'a reçue que par mail. Ils ont envoyé l'autorisation, le démarrage de chantier, et puis derrière, ils vont attaquer le chantier. Ça a été reçu uniquement par mail. C'est vrai qu'au niveau procédure, c'est un peu léger. C'est un peu léger au démarrage. C'est un peu léger. Tout à fait. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ou pas? Parce que vous en avez beaucoup. Oui. Enfin, j'insiste quand même sur le fait que c'est la communication. Il n'y a pas eu de communication.
Monsieur Eck aurait pu communiquer aussi Non, auprès de attendez, Madame Mélamine, comme quoi il y a un arrangement qui a été prévu avec un adjoint. Non, mais vous pouvez pas en fait nous targuer en fait de pas avoir fait une bonne communication. Pas vous, je parle à Mme Le Maire. Mais Je suis pas toute seule, j'ai dit Oui, que oui, je- non, mais d'accord. J'ai le droit de parler. Oui, oui, vous avez tout à fait le droit, monsieur. Vous avez tout à fait le droit. Des soucis de communication, il y en a eu, il y en aura encore. Voilà. Mais ne dites pas en fait qu'il y a des soucis quand, comme l'a dit en fait Valérie, si des arrangements, et dans une passation en fait, on va dire, de pouvoir entre guillemets, qui aurait pu être faite, de nous dire qu'il y avait des arrangements qui étaient prévus. Mais est-ce que- En fait, c'est ce que vous avez demandé en fait Valérie, et vous n'avez pas répondu à la question, vous avez redétourné pour remettre en place vos arguments. Donc très bien, mais ne remettez pas le point sur le problème de communication, sachant qu'il aurait pu être communiqué par l'ancien maire, le fait que les arrangements étaient prévus pour le passage dans le champ d'arrière. Et très sincèrement, je vous dis ça, moi je suis un des premiers impactés, j'habite dans le quartier. Oui, tout à fait. Non, mais sans vouloir non plus alimenter une polémique qui sera de façon stérile, la moindre des choses aurait peut-être été aussi de nous inviter à une discussion sur les chantiers en cours ou d'autres points. Je veux dire, moi je suis le premier à être ouvert à la discussion. Je pense que Mme Mélamine le sait. Si on avait été questionné sur les dossiers en cours, on aurait contribué à cette réunion. Je pense que c'est quand même aux vainqueurs généralement à tendre la main, pas l'inverse. Moi je me rappelle qu'en 2014, on avait tendu la main à l'équipe adverse en les associant à toutes les commissions, sans restriction de nombre d'élus présents à ces commissions. On les avait aussi invités à être présents dans toutes commissions, c'est-à-dire les réunions informelles proposées par le conseil municipal. Voilà, donc moi j'avais fait ce geste en 2014, ce qu'on appelle la politique de la main tendue. Madame Mélamine s'en souvient également, qui a ensuite été rompue pour des raisons, je pense, politiques. Mais en tout état de cause, je veux dire, moi, si on m'invite à discuter de sujets qui sont constructifs et positifs pour la commune, je viendrai à ces réunions. Après, c'est une histoire de proactivité, de réactivité. Donc voilà. Ouais. Non, mais si vous préférez être réactif, c'est un choix, mais on attend aussi potentiellement des élus, et qu'ils soient en fait de la majorité ou pas, d'être proactifs. Vous savez, le nombre de... C'est une conviction que j'ai, hein, c'est pas... Le nombre de dossiers que peut suivre un maire est relativement important. Hein. Ça va du social à l'état civil, à l'urbanisme, enfin bon bref. Sans compter tous les travaux qui se déroulent à la communauté urbaine d'Arras. Donc voilà, on ne peut pas non plus, je veux dire, anticiper et faire des notes pour tout.